Alors, Jean-Marc Lépinay, tout à l'heure, terminait la lecture de la position du CNAEMO par cette phrase « La sémantique face à la diversification nous apparaît plus que jamais indispensable pour éviter les dangers de la confusion ». C'est que la question sémantique n'est jamais une simple question de mots, c'est toujours une question de sens, de mots parfois perçus comme étrangers, voire étranges, qui viennent dire quelque chose des changements à l'œuvre, qui viennent signifier parfois des évolutions de modèles par-delà les nouvelles dénominations. Pour essayer d'ouvrir avec nous cette réflexion, nous avons appelé Madame Gisèle Valency, qui est sémiologue, professeure de linguistique française à l'université de Caen, Normandie. Madame, j'ai plaisir à vous laisser la parole. Bon, pour relier mon intervention à la présentation de M. Billet il y a un petit moment, à propos des nouvelles pratiques sous-tendues par un nouveau vocabulaire, bon, je vais vous dire franchement, je peux vous parler du vocabulaire, mais pas des pratiques. Alors, est-ce que ce vocabulaire est nouveau? Ça, c'est une question de champ. Il est peut-être nouveau à l'intérieur, dans vos pratiques, dans vos institutions, mais en général, ce sont des mots assez répandus dans le discours ordinaire. Alors, s'il est nouveau, ce sont aux praticiens de le dire, ce n'est pas à moi. Donc, merci de m'avoir invité, parce que interroger la langue, interroger quelqu'un qui parle de la parole et de la langue et du discours, ça me donne l'occasion d'indiquer quelques orientations possibles pour l'analyse des documents que vous m'avez mis entre les mains. Mais j'ai bien conscience, je le regrette, mais ça sera comme ça, de vous inviter à une expérience un peu distante de votre préoccupation principale, qui est la souffrance des enfants. Mais cette distance que j'essaye d'introduire, c'est une distance de méthode qui a seulement pour but de proposer quelques éclaircissements sur les documents qui m'ont été adressés. Alors, quels sont ces documents? Il y a la loi du 5 mars 2007, la feuille de route de la ministre modifiant cette loi, et cette feuille de route, j'y insiste, précédée de 2 préambules. Une lettre signée de Laurence Rossignol et de Marisol Touraine, alors ministre de tutelle, et la situation a changé, vous avez bien vu. Puis, la feuille de route précédée, elle aussi, d'un préambule qui est plus neutre que la lettre initiale de la ministre. Bon. Alors, la feuille de route, qui est en principe elle-même un plan d'action, comme son nom l'indique, s'accompagne d'un plan d'action, de documents qu'on n'aura probablement pas eu le temps de fondre en un seul. Elle comporte 3 volets principaux: les orientations, les leviers du changement, la formation des personnels. Et donc, tout ça s'adressant au personnel, je me suis référée à des travaux publiés il y a assez longtemps pour voir si la situation avait changé. Et dans les années 70-80, il y avait eu de grandes manifestations de travailleurs sociaux qui ont éclaté un peu partout en France au cri de « ni flic, ni curé, ni bonne sœur, nous sommes des travailleurs ». Et le travail social était alors en crise. Les documents que j'ai récemment consultés indiquent un apaisement. Il faut savoir si c'est la société qui se calme ou si les travailleurs sociaux trouvent un meilleur écho chez leurs gouvernants. C'est ce qui semble. Hein. Bon. Alors mon plan, je vais vous le présenter tout de suite, même si je ne sais pas si j'aurai le temps de tout développer. Je vais vous parler un peu du discours, des mots dans le discours. On verra dans cette question le rôle des normes, des prototypes dans la mise en place des représentations. Et puis, on examinera les mots que vous m'avez adressés, que vous m'avez proposés, ceux que j'ai relevés aussi, et selon leur caractère valorisant ou dévalorisant, qu'on appelle axiologie, avec l'idée d'axe. Donc ces mots eux-mêmes, ou dans le discours, ou par ceux dont ils sont composés, ça dépend. Bon, on parlera un petit peu des formules qui ont plusieurs sens et de ce que ça peut induire comme problématique, et puis en particulier des injonctions,
puisque la loi, ça relève quand même largement de l'injonction. Bon. Donc la feuille de route appelle à avance. Il faudrait que je mette une montre parce que j'ai peur de parler trop longtemps. Vous me ferez signe si. Bon. La feuille de route avance un projet partagé, la volonté partagée des acteurs, faire évoluer la politique publique de protection de l'enfance à partir d'un socle de valeurs communes. Mais énoncés ensuite, ce ne sont pas proprement des valeurs comme justice, liberté, égalité, mais des objectifs. La recherche d'un meilleur intérêt, la prise en compte, etc. La perspective de bientraitance comme moteur de chacune d'elles. Bon, alors sur bientraitance des actions. Sur bientraitance, je reviendrai. Dans ces orientations, elle reprend les objectifs définis dans la lettre initiale, puis la ministre propose ce qu'elle appelle des leviers. Ça, c'est important parce qu'on touche au comment. Et c'est là qu'elle promet une véritable réforme de la protection. Bien sûr, véritable est un terme à interroger. Donc, la gauche n'était pas aux affaires en 2007, mais les textes que j'ai lus n'entendent pas polémiquer avec ce qui avait été alors promulgué. Cependant, en avançant son projet, la feuille de route sous-entend que l'objectif visé en 2007 était bien plus modeste. La critique est donc, si on peut dire, latérale plutôt que frontale. Vers la fin, le ton de la rédaction au point 3, le ton de la rédaction change complètement. Soit il s'agit d'autres rédacteurs, soit les problématiques entraînent ces modifications, je ne sais pas. Il évoque plus franchement les insuffisances de la loi de 2007, le développement de la prévention y est dit limité, sa mise en œuvre cloisonnée, et le texte vise au décloisonnement, au développement de la prévention. Bon, la fin est réservée à la formation des personnels, et là, emploie un vocabulaire beaucoup plus direct. Bon, alors, pour la loi, j'ai travaillé sur le document de synthèse qui m'a été adressé. Mon analyse tentera d'en cerner le discours. C'est un exercice assez délicat. Parce que même si vous n'attendez pas de moi un exposé de linguistique appliqué à votre domaine, vous m'avez quand même invité comme linguiste, et le risque, c'est de verser dans un de ces deux travers. Je vais essayer de l'éviter, mais je ne sais pas, je vais essayer. Ou spécialisation inutile, ou commentaires trop généraux. Et bon. Alors, je voudrais quand même faire d'abord une remarque. C'est que la langue n'est pas que vous avez bien en tête, vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour la faire d'ailleurs, la langue n'est pas la propriété des linguistes, tout le monde parle, est capable de réfléchir sur sa pratique de la parole et même de théoriser sa réflexion. Donc, si je veux limiter l'inflation terminologique, comme chez nous, comme ailleurs, ça sert à se faire reconnaître par l'institution, il y a une discipline qui a des modes d'investigation, tout ça, bon, des démarches qui dessinent les articulations de l'objet. Donc, si je veux interroger honnêtement un mot qui inquiète, je dois me demander quelles étaient les possibilités concurrentes. Quels mots, quelles constructions étaient possibles dans la perspective ouverte par le projet identifié? Qu'est-ce qu'aurait induit leur emploi? Un mot, ça peut s'analyser sous 3 angles au moins. Définition du mot, fonction du mot et domaine d'incidence, c'est-à-dire que le mot fait sens dans le dispositif où il s'insère. C'est pourquoi c'est vous qui connaissez le dispositif qui pourrez peut-être en dire plus que moi, au fond, sur les mots que j'essaye d'analyser ici. Alors, en outre, les mots sont parfois des emblèmes. Je tente de comprendre ce qui les unit d'abord au texte qui les porte et puis à l'interdiscours. L'interdiscours, c'est une notion importante, c'est grosso modo ce qui s'entend, ce qui se dit, ce qui se déploie à propos d'une problématique. Nous avons une mémoire discursive qui associe des points de vue à des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Le mot racaille, durant les années Sarkozy, a été perçu comme l'emblème des discours conservateurs ou racistes, je ne sais pas, et puis revendiqué par ceux qui se sentaient visés. Bon, on peut dire que c'est un mot, que c'est un marqueur de discours. Bon. Donc, les concepts ne sont pas isolés, un mot répond toujours à un autre mot, et donc la pensée d'un projet se construit dans cet interdiscours. Et ça s'associe à une doxa, c'est-à-dire à une opinion commune, une opinion qui est partagée par le plus grand nombre. Par exemple, usagers, bientraitance, marqueurs, bientraitance, acteurs sont des marqueurs, on verra en quoi. Donc, le mot, l'énoncé ont un arrière-plan social et imaginaire qui détermine leurs conditions de dissibilité,
que je distingue des conditions d'énonciation. Ce serait un peu technique d'expliquer pourquoi je parle de conditions de dissibilité, parce que j'y inscris tout ce qui relève de l'interdiscours. Est-ce que la situation permet la profération de tel énoncé? Il faut alors penser non seulement à ce qui se dit, mais à ce qui surtout ne doit pas être dit, les mots qu'on s'interdit. Dans cette feuille de route, comme dans le texte de loi, ce qui frappe, c'est la tension entre des objectifs divergents. Et c'est une tension peu ordinaire, vraiment. Si une loi porte sur les transports, sur les échanges commerciaux, elle peut le faire en termes neutres sans difficulté. Ici, il faut parler des enfants, de leurs besoins, de leurs peines, émotions, chagrins, ce qui les blesse. Et pourtant, il y a un ton obligé, une nécessité de neutralité qui est liée au genre des discours réglementaires et juridiques. Par ailleurs, la maternité est centrale dans l'image de comme image, est centrale dans la protection des enfants, et c'est pour s'en défendre, pour rejeter ce qui n'est pas un cliché, mais qui serait plutôt une posture inadéquate, que le texte juridique rejette toutes les évocations qui pourraient renvoyer à la sphère intime. Et ces contraintes contradictoires induisent bien entendu des effets. Alors, je voulais vous parler du fondateur de l'analyse de discours, Émile Benveniste, mais je crois que je n'ai pas le temps. Alors, je vais vous dire simplement ceci. Dans sa définition du discours, le discours, c'est ici et maintenant. Ça implique un je, un tu et le temps présent, mais au sens de présent réel, le présent immédiat, le maintenant. Et donc, ce mode indicatif, qui est aveuglant, enfin c'est évident, ne comprend justement pas le présent du discours juridique. Et j'ai été très frappée par justement, dans le discours juridique, un présent qui ne relève pas de la temporalité, mais du devoir, de ce qui doit être. Le président du Conseil général avise, etc. Donc là, c'est vraiment une caractéristique qui, à mon avis, n'est pas en général signalée, mais que j'ai trouvée intéressante. Donc pas de d'ici, pas de maintenant, pas de jeu de tu, c'est un discours transcendant le discours juridique. Donc il va au-delà des sujets, il va au-delà des circonstances, il est atemporel, et pourtant ce sont bien eux qui nous intéressent, les sujets, les circonstances, etc. Il n'y a pas non plus dans la loi d'image de soi, cette image qu'on offre volontairement ou non quand on parle, et que les linguistes appellent ethos, c'est un mot d'Aristote. Le locuteur de la loi n'essaye pas de présenter une image particulière, autre que celle qui est conférée par l'institution. Il est l'institution. Alors, tout ce qui est attaché à cette image disparaît. Je vais aller assez vite là-dessus. Il n'y a pas d'humour, parce que l'humour, c'est le particulier et la loi, c'est le général. Il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas de métaphore, d'image, etc., tout ce qu'on trouve habituellement dans les discours. Et même quand il y en a, c'est justement pour des raisons qui sont juridiques, enfin qui sont intéressantes, c'est parce que justement, il n'y a pas de dissibilité de la réalité, parce que la réalité est indicible. À ce moment-là, on passe par la figure, soit parce que cette réalité est trop violente, soit parce que le rédacteur ne trouve pas de terme propre pour la désigner. J'en ai trouvé un seul exemple, et encore c'est dans la feuille de route, les adolescents qui sont dits incasables dans certains cas. Bon. Donc il n'y a pas de mise en scène du corps, voilà. Alors, au contraire, ce qui est très intéressant, c'est que la lettre de la ministre initiale, elle, abonde de cette mise en scène de soi. Je ne dis pas qu'elle est complètement volontaire, encore que je crois qu'elle est largement construite. Mais elle revendique vraiment un ethos, et c'est un ethos du partage et du corps. C'est très, très intéressant. Nous avons été nourris des témoignages, les constats ont été collectivement dressés, les acteurs de la protection ont bien voulu nous livrer et partager. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle met en scène l'interlocuteur à qui elle s'adresse. Donc, il y a aussi un rôle assez modeste de la ministre là-dedans, dans cet ethos, qui ne veut pas se mettre en avant. Le constat vient du terrain, de l'ensemble des agents, ils le contesteront d'autant moins. Qui vient du terrain. Bon, alors, la volonté de manifester un corps
et donc de manifester un corps, de ne pas donner une impression d'abstraction, parce que celle-ci est toujours ressentie comme étant le langage des gens d'en haut, de la technocratie, alors que le corps, lui, manifesterait nous, quoi, tout le monde. Donc ce corps se manifeste discrètement dans des mots comme écho, qui rappellent la voix et parellent le corps. Je vous invite à faire vôtre les dispositions en écho, etc. Bon. Donc, j'insiste pas. Si je voudrais quand même dire encore un mot sur cet ethos, c'est un ethos volontariste. Mais un ethos tellement volontariste que parfois, il s'en mêle les pinceaux dans le nom, là-dedans. Par exemple, la feuille de route annonce 3 objectifs. Mais un de ces 3 objectifs est déjà un objectif. Définir une vision partagée, fixer des objectifs, c'est un objectif de fixer des objectifs. Bon. Alors... donc le texte est visiblement en cours d'élaboration. Je n'ai pas eu le temps, parce qu'elle est parue très récemment, de vérifier ce point dans le texte de loi. De la même façon, la néophyte que je suis aura du mal à distinguer précisément la meilleure prise en compte des besoins de l'enfant et le développement de la prévention, qui me semble beaucoup plus général, et l'amélioration du repérage et du suivi, enfin bref. Bon, mais qu'on ne s'y trompe pas, si ça semble un peu flottant, c'est parce que justement ici l'important est ailleurs, l'important c'est l'éthos de la ministre. Le contenu, elle le développe dans sa feuille de route. Donc il y a un appel à l'adhésion à la fin qui vraiment relève du corps. Là, à vous de les faire vivre, ces propositions. Bon. Donc, moi, du point de vue de la langue, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Je peux dire d'abord que la langue, en linguistique, on a souvent opposé la langue à la parole. L'hypothèse étant que la langue doit contenir, qui est un objet d'étude, doit contenir une référence à la parole, c'est-à-dire à la pratique de chaque sujet parlant. Donc, chaque sujet parlant, quand il parle, c'est un événement unique qui implique un locuteur particulier dans une situation particulière. Et la sémantique, pour venir à elle, étudier le lexique. Le sémanticien essayait de définir le sens des mots. Mais quand on décrit le sens des mots en lui-même, on peut rarement comprendre comment il attribue un sens, comment il contribue au sens global de l'énoncé où il se trouve. Ce n'est pas parce que je sais le sens du mot que je sais comment il va fonctionner dans tel énoncé. Alors, la sémantique s'est orientée vers l'étude d'oppositions entre mots voisins. On les appelle des champs notionnels. Alors, je vais vous donner un exemple. Prenons un mot comme continuer. Continuer, c'est un mot très important dans le suivi des familles et le suivi des enfants. Est-ce que cela continue? Eh bien, il contient au moins 2 idées. Faire une action et l'avoir faite auparavant. Mais ça ne suffira pas pour prévoir, de comprendre ça, que dans « il n'a pas continué », un énoncé, la phrase négative, seule la première des idées est niée et pas la seconde. La seconde est maintenue. Donc la description du mot, ce n'est pas seulement la mise en correspondance du mot avec une notion, c'est l'indication d'un principe qui permet de prévoir l'effet de ce mot dans le discours où il est employé. Alors, je voudrais vous dire quelques mots de la norme, et justement de la norme dans le mot. On définit un mot par ses propriétés essentielles. Par exemple, si j'ai défini le citron, je prends un exemple tout à fait en dehors du champ, le citron comme ayant une couleur jaune, un goût acide, ben un citron vert fera l'affaire. Hein. Ces propriétés, ça permet de décrire les membres normaux d'une classe de vocabulaire, hein, et d'inclure quand même un individu légèrement atypique dans la classe ou de l'exclure par comparaison. Un philosophe du langage qui s'appelle Hilary Putnam a appelé stéréotype ces propriétés normatives. Bon, or, l'ensemble du discours porté par cette loi de protection de l'enfance s'appuie sur une ou sur des représentations de ce que sont des parents normaux, puisque la loi intervient si cette norme est transgressée, hein, pour s'occuper des enfants en danger. Donc il faut avoir un prototype des parents en tête. Et là, c'est important parce que concevoir le prototype comme un modèle serait erroné. D'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé ce que la ministre a dit à ce sujet, quand elle a dit qu'elle n'avait pas en tête un modèle de famille. Voilà. Donc, c'est simplement la réunion des traits nécessaires pour être dit parent, pour appartenir à la catégorie
désignée par ce nom. Ce n'est donc pas une classe naturelle, comme un citron, mais c'est une classe construite socialement, fondée sur des normes qui sont largement implicites et sur un consensus. Alors évidemment, les représentations sociales sont très différentes, sont très importantes, et les parents très différents peuvent répondre à ce prototype. Mais s'il y en a qui sont quand même hors normes, c'est bien parce qu'un prototype régule la désignation. Sinon, il n'y aurait pas d'hors normes. Par exemple, article 14 qui reprend l'article 375 du Code civil, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles graves, etc., ou évalués comme tels dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences, une mesure d'accueil, etc. Alors, je voudrais insister sur l'état actuel des connaissances, parce que la loi protège ici. C'est une précaution par laquelle la loi protège l'institution d'éventuels reproches d'abus en se référant à l'état actuel des connaissances, qui, s'il se modifiait, entraînerait peut-être d'autres décisions, etc. Voilà, elle se protège. Le problème, pour moi, c'est la définition, justement. Parce que c'est la structure. Alors ici, je vais peut-être faire lever des protestations, je regrette et je les accepterai toutes si vous voulez poser des questions après mon exposé. Le problème pour moi, c'est que c'est la structure qui est destinée à s'en occuper, qui définit leurs normes. Et pour moi, il y a là une circularité qui est problématique. Comme l'éducation spécialisée se distingue de l'assistance et de la contrainte tout en employant l'une et l'autre, quand même, son action a été définie assez tard. Et on peut se demander si un concept flou, en tout cas c'est l'hypothèse que je défends ici, n'est pas plus favorable à l'extension du contrôle social qu'un concept nettement défini. Alors je vais en venir aux mots, aux formules que vous avez, qui peuvent présenter des problèmes. De toute façon, certains mots ne vont pas sans interrogation, ils inquiètent, non pas en raison de leur sens, qui est en général assez facile à percevoir, mais à cause de l'orientation péjorative ou méliorative qu'ils ont dans le discours. Et alors ça, c'est le point de vue axiologique, enfin on appelle ça comme ça en linguistique. Axiologique, ça consiste à considérer les mots selon leur évaluation. Il faut imaginer qu'il y a deux axes, un qui est relié par un point neutre, l'un qui est orienté vers le moins, il parcourt toutes les valeurs négatives. L'autre vers le plus, il parcourt toutes les valeurs positives. Il va, par exemple, pour les valeurs positives, il va du mieux, améliorer, au meilleur absolu, la meilleure solution, en passant par un meilleur relatif, cette solution est meilleure que celle-là, etc. Bon. Donc certains mots m'ont été proposés parce qu'ils évoquent un enjeu important, prise en charge, accompagnement, ils sont sans ambiguïté et marqués positivement avec les difficultés que M. Billet a soulignées tout à l'heure. D'autres, comme usagers, sont plus compliqués. Parce que d'un côté, faire de l'assisté un usager est valorisant, mais de l'autre, considérer les missions de service public comme de la pure consommation, ce qu'évoque usager, est déplaisant pour les personnes qui assurent ces services et qui deviennent des fournisseurs des usagers. Par ailleurs, même cet aspect au premier abord valorisant, par opposition à assisté par exemple, doit être remis en question. À travers la notion d'usager, peut se profiler un contrôle de la société. Vous allez peut-être me trouver un peu paranoïaque, mais voilà. Tout le monde peut être dit usager. Plus la notion d'assistance se dilue, plus elle est susceptible d'englober une part importante de la société dans son contrôle, pour les raisons déjà dites. Bon. Alors, pour les mots, je vais quand même rappeler quelques fréquences. Enfant, 64 fois. Dans la loi, mineur 90 fois, accompagnement et dérivé au moins 8 ou 10 fois, danger 24 fois. Curieusement, les mots milieu ouvert, milieu fermé, placement à domicile, je ne les ai trouvés dans aucun texte. Aucun. J'ai cherché avec mon logiciel, là, mon petit logiciel, qui me permet aucun texte, ni dans la feuille de route, ni dans les annexes, ni dans le discours de Laurence Rossignol, ni dans la loi. Je parle de placement à domicile. Placement existe, mesure de placement, etc. Bon.
Donc, c'est intéressant parce que c'était justement un des termes qui était inquiétant. Bon. Alors, voici les mots, je les présente un peu en désordre parce que je les ai articulés autour de structures linguistiques et pas dans l'ordre où ils m'ont été proposés. Donc, individu individualisé, zéro occurrence, ça n'apparaît pas une seule fois. Mais on a situation individuelle. L'emploi est strictement ordinaire en apparence, de situation individuelle, mais c'est un euphémisme qui peut souvent signifier problème spécifique, exigeant un traitement particulier. Donc, il ne faut pas se fier à l'aspect neutre de la formule. Donc, en relevant les mots auxquels une formule s'articule, on comprend son domaine d'incidence dans le discours. J'ai fait ce périple pour prise en charge, mais je ne crois pas que j'ai le temps de le développer ici. Donc, je le passe. Si vous cherchez avec prise en charge, vous verrez tous les mots qui s'y adaptent, par exemple, suivi ou médico-social, etc. Et c'est assez intéressant pour voir le périmètre du mot. Bon. Alors, donc, prise en charge s'articule à prévenir, à danger, à suivi. Bon. Usager, j'en ai parlé, je n'en reparle pas. Compétences, intérêt de l'enfant, je vais parler des droits. Donc, c'est un terme qui d'abord semble polysémique, c'est-à-dire à plusieurs sens. Tant il associe des rôles opposés. Il associe le rôle du patient, des patients et des agents, des patients dit aussi usagers, des agents dit aussi professionnels. Mais le noyau de sens qui importe ici, c'est que jamais, dans tous les exemples que j'ai trouvés, ça ne concerne la liberté comme valeur, mais la liberté comme exercice. Ça me semble intéressant. Droit de visite, suspension des droits, etc. Donc, je n'insiste pas, c'est ça qui m'a semblé important à propos de droit. Évaluation, le nom et le verbe sont équivalents. Le nom désigne une action. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, situer et situation. Dans situer, le verbe est actif, le nom passif. Ce n'est pas le cas pour évaluer et évaluation. Il ne faut pas croire que ça tient à la forme, ça tient vraiment au sens. Alors, donc, ce sont des mots qui sont très polysémiques parce que ça signifie attribuer une valeur, mais en réalité, ça signifie souvent identifier. Par exemple, les difficultés des parents, évaluer comme telles, c'est identifier, ce n'est pas du tout évaluer. Voilà. Bon. Soutenir, c'est un terme très fréquent, 40 occurrences, si on ajoute soutien, soutenant, etc. etc. Donc, ce soutenir aura deux vecteurs. Un premier vers les familles, 15 fois, un second vers les professionnels, soutenir l'évolution des pratiques professionnelles, 11 fois. Vous voyez donc un nombre assez massif. Bon, alors, je laisse passer, s'appuyer, rupture, etc. Bon. Donc, il y a beaucoup de mots qui tirent leur sens positif ou privatif du préfixe qui les compose. Décloisonner, coordonner, protection, etc. Alors, par exemple, je vais prendre le cas de co, parce que c'est un cas assez intéressant, parce que quand co manque, ça va très mal. Par exemple, le constat se fait très péjoratif quand on manque de coordination, de coopération. Parce que co, ça vient du latin cum, avec, donc il en faut. Il faut beaucoup de co pour que ça marche. Voilà. Donc on le retrouvera dans accompagnement. Et il y a le solidarité s'y rapporte. Et je vous rappelle qu'accompagner, je suis sûre que vous le savez, mais parce que tout le monde le dit, ça vient de compagnon, copain, avec qui on partage le pain. Bon. Mais en droit féodal, par exemple, c'était un contrat, un accompagnement. Bon, je ne vais pas insister. Bon, alors, prévenir est du même genre. Prévenir, c'est se mettre en avant, se protéger. C'est assez important quand même, prévenir. Ça appartient au même groupe. On trouve pro dedans, on trouve premier. C'est tout ce qui sert à protéger. On trouve en particulier ce mot à propos de la mise à l'écart des enfants vis-à-vis de la pornographie, justement. Donc on voit bien le fait de se mettre en avant, s'interposer. Bon.
Bon, alors mesure est intéressant parce qu'il est complètement polysémique, lui, vraiment. Être en mesure de, c'est pouvoir. Diverses mesures, c'est des décisions. Alors vraiment, c'est un terme qui en lui-même ne signifie que ce qu'il dit dans l'énoncé. Bon. Alors, je me suis un peu interrogée sur bientraitance et territoire, que je trouve des termes assez technocratiques, en définitive, parce que, à mon avis, bientraitance, parce qu'il neutralise la relation humaine, selon moi. Bientraitance, pour moi, rappelle désastreusement bienfaisance et appelle un terme neutre de type traitance. Est-ce qu'on oserait appeler les soins qu'on apporte aux enfants une traitance? Je ne sais pas. Ça y est, ça existe. Ça existe? Il y a un gars qui a publié un bouquin. Ah bon, alors j'ai rien dit. Oui, ben c'est pas. Je sais pas s'il a raison. Bon. Bon. Alors, il y a aussi les territoires. Pourquoi les territoires? Il me semble que ce pluriel est bizarre. C'est pas le territoire national, c'est les territoires. Et bon, il faut voir ce que ça veut dire. J'insiste pas. Je voulais vous parler de la structure des règles. Je n'en parle pas. Je vous ni du mot danger, parce que vous allez avoir l'occasion d'en parler beaucoup, c'est pas très important. Je voudrais simplement revenir à la question du rapport entre normes et coercition. Et évoquer encore, je vais avoir le temps, vous me donnez 5 minutes de plus? Oui, ça va, 5, c'est bon. Ah bon. Donc, il y a la possibilité, justement, la ministre a évoqué cette circonstance. Elle a expliqué quelque chose qui me semble justifier ce qui me semblait un peu bizarre, c'est-à-dire le fait qu'on s'occupe des parents, des jeunes parents, au moment de la grossesse, parce que ça donnerait finalement, ça fournirait un prétexte pour s'en occuper sans que ce soit injurieux. Mais si on regarde le point 3, en veillant à la qualité des premiers liens d'attachement, on se demande comment la situation de danger a été repérée, comment être présent dans cette situation, qu'est-ce qui finalement a attiré l'attention des pouvoirs publics sur ces parents qui ne sont pas encore des parents. Est-ce que les travailleurs sociaux ne s'occupent pas de tous les enfants? Est-ce qu'ils s'occupent des cas sociaux? Est-ce qu'il s'agit de personnes en difficulté matérielle? Bon, alors dans une statistique ancienne, parce que je vous ai dit, je m'étais reportée à des travaux anciens pour voir s'il y avait un déplacement, les enfants placés en assistance éducative étaient pour 25% de ces enfants, ceux dont les familles étaient les plus pauvres du secteur. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Bon, c'est vous qui le savez, c'est pas moi. Bon. Alors, je vais essayer d'aller vite là-dessus. Alors, je voudrais terminer en résumant très rapidement mon exposé et en vous parlant de quelque chose qui ne fait pas partie du vocabulaire, mais qui fait partie des modalités du discours et qui me semble très important pour examiner les textes de loi ou les textes juridiques. Et on le voit très bien à propos du danger et de maltraité. Par exemple, quand on lit maltraité, on lit un constat fondé sans doute sur des indices concordants, mais c'est un constat. C'est une modalité linguistique qui le régit. C'est la modalité du vrai qui est à l'œuvre et on l'appelle modalité alétique, du grec alétheia, la vérité. Quand on lit en danger ou qui risque de l'être, on lit une crainte qui est fondée sur des soupçons, sur des indices. Là, on est dans une question d'appréciation, d'évaluation. C'est la modalité épistémique, d'épistémé, le jugement, toujours en grec. Bon. Par exemple, il avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger. Bon, ça, c'est de l'évaluation. Mais parce que cette possibilité peut se matérialiser en fait, la prévention a un sens. Et la justice ne peut pas prendre le risque de parier que ça ne se produira pas. Elle est bien obligée de faire en sorte de prévenir. Donc, on a 3 activités qui sont régies par une modalité linguistique. Identifier, dire ce qui est. Elle parle de la réalité, de l'effectivité. Évaluer, alors ça, c'est le vrai.
Évaluer, épistémique, c'est le certain, le probable, le contestable. Interdire. Et la troisième, c'est interdire, c'est le déontique. Ça, c'est vraiment le domaine de la loi. Ça comporte l'obligatoire, le permis, le facultatif, etc. Donc, vous voyez, ces trois-là structurent réellement, en particulier la dernière, le déontique, structure vraiment le discours juridique. Et alors, on pourrait se dire, mais c'est là que justement les certitudes linguistiques se dissolvent, si je puis dire, on pourrait dire que quand on utilise l'emploi de permettre, par exemple, dans le texte juridique, ça veut dire qu'on autorise. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas un seul emploi de permettre qui correspond à autoriser dans le texte de loi. C'est pourtant le permis, l'interdit, bon, non. Chaque fois, par exemple, je vous donne un exemple, cette transmission a pour but de permettre, d'évaluer, etc. Ça veut dire rendre possible. Si la situation de l'enfant le permet, c'est-à-dire s'il le rend possible, etc. J'insiste pas, vous avez compris. Donc, il ne faut pas avoir de fétichisme des mots, il faut s'occuper du sens. Alors, il y a un terme qui est intéressant, je n'ai pas le temps, tant pis, je vous en parlerai si j'ai le temps après, c'est ne pas faire obstacle. Oui, ne pas faire obstacle, c'est intéressant. Bon, alors je vais en venir à ma conclusion. Ah oui, quand même, je vais vous dire en 3 mots. Au fond, ce qui m'a frappé, c'est que dans le discours juridique, il y a 3 choses qui ne fonctionnent pas comme d'habitude, enfin comme d'habitude dans le discours, et qui toutes les 3 relèvent de l'injonction. Premièrement, l'infinitif, qui normalement n'est pas un temps actif, sert à désigner des actions à mener. Alors ça, c'est une caractéristique de la feuille de route. Deuxièmement, le présent, qui normalement désigne le temps actuel, désigne en tout temps et en tout lieu dans la loi, c'est-à-dire et atemporel. La troisième chose qui m'a frappée, c'est que le passif, qui habituellement est fait pour effacer l'agent, par exemple, les documents sont adressés, le procureur est avisé, etc. D'habitude, c'est fait pour effacer l'agent. Quand je ne veux pas dire qui a fait l'acte, j'utilise une forme passive qui me permet de le gommer discrètement. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a l'impression que dans ces 3 cas, c'est parce que l'injonction est incontournable. Quand j'emploie le présent, ça veut dire que de toute façon, il ne s'agit pas de on peut le faire ou ne pas le faire. On le fait, c'est tout. Le passif, c'est pareil, voilà. Donc, en conclusion, je voudrais dire, même si je n'ai pas eu le temps de les examiner toutes, que j'ai essayé de voir quelle était la polyvalence des tournures et montrer que la polysémie est à l'œuvre même dans le texte juridique. Mais ce n'est pas ça qui me semble, ces analyses n'appellent pas de conclusion particulière. Donc, ce qui suit, pour moi, c'est plutôt une question, c'est que quand on s'occupe des enfants et de leur famille, la risque d'emprise est énorme, je crois. Alors évidemment, je ne suis pas dans le métier et je ne peux pas, et mon impression est peut-être complètement fausse, hein, je ne serais pas choquée si on me le dit. Et il me semble que la difficulté à nommer ceux qui doivent être les bénéficiaires de l'action publique, c'est-à-dire qu'on les appelle usagers, etc., la difficulté à les nommer doit être un indice du rôle paradoxal que les travailleurs sociaux doivent assumer. Et ça, je voulais le dire, autrefois Michel Foucault et Robert Castel avaient montré que le contrôle social avait quitté le domaine juridique pour la sphère psy, et je crois que cette sphère psy nous doit, c'est difficile à prononcer, doit nous poser problème. Alors, chacun se demandait autrefois quelle était la légitimité de son action. Maintenant, cette problématique apparaît encore dans les questions que se posent les travailleurs sociaux, et la désinstitutionnalisation, sur laquelle certains d'entre vous s'interrogent, fait peut-être partie de ce mouvement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je vous propose, parce que l'heure avance et qu'on ne peut pas trop retarder le déjeuner, je vous propose de prendre 2 réactions dans la salle, des réactions à un tel travail d'orfèvre. Ça doit être assez facile, j'imagine,
mais 2, pas plus, parce qu'autrement, on serait obligé ensuite d'interdire la parole de la délégation régionale de Bourgogne, qui nous présente une petite vignette clinique juste avant le déjeuner. Alors, 2 réactions, si vous le souhaitez. Est-ce que, parmi vous, moi j'en aurais volontiers une sur la corrélation entre le terme, l'usage incroyable depuis quelque temps du terme territoire, et vous l'avez pointé au pluriel, vous avez raison, et de son corollaire, à mes yeux, parcours. Alors, le parcours du patient, le parcours du malade, là on a eu le parcours de l'enfant, mais dans d'autres domaines de travail, on a le parcours de la personne âgée, on a le parcours du chômeur ou du demandeur d'emploi, parcours sur des territoires. Alors, moi... Dans le micro. Ah oui, je sais pas si... Ah oui, c'est celui-là. Bon, parcours... Ça me semble pouvoir être dit autrement itinéraire, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles il est passé. Les territoires, franchement, à part neutraliser les divisions administratives, les espaces administratifs, je ne vois pas ce que signifie territoire. Alors, les neutraliser, pourquoi? Peut-être qu'il faut les neutraliser, mais alors avec quel but? Avec quelle représentation de l'espace géographique? Voilà. Puisqu'il faut distinguer la carte et le territoire, oui, et que sûr. Par conséquent... Et oui, c'est-à-dire que, est-ce que, en fait, cette notion de territoire n'est pas faite, pardon, pour ne parler de rien? Ah, mais je ne sais pas. Moi, pour moi, c'est un terme éminemment technocratique. Mais si on vient m'expliquer pourquoi je me trompe, je suis prête à... Allez, une intervention? Bon, alors, dans ce cas-là, Michel ? Ah, pardon, excusez-moi. Si, j'ai une question. En fait, tu as mis en évidence, je crois, le fait qu'il y avait 2 discours de l'autorité. C'est-à-dire, il y a un discours de l'autorité qui relève de la mise en scène de soi, avec un certain registre, et que je serais tenté de considérer comme relevant des valeurs qu'on peut partager, avec une espèce de commande. Enfin, tu vois. Et puis un autre discours juridique qui relève de l'injonction et qui est beaucoup plus impersonnel. Et là, bon, on peut montrer de quelle manière, lorsque les textes sont séparés, il y a des discours qui sont de l'ordre d'une certaine conception de l'autorité, ce que l'on peut partager, les valeurs que l'on peut partager, et d'autres textes plus classiques, pourrait-on dire, qui ont une dimension juridique, et où la loi a pour le coup un caractère inconditionnel et dans laquelle il ne peut bien évidemment pas y avoir de mise en scène de soi. Ça n'irait pas. Est-ce qu'éventuellement on peut, certaines fois, ce qui relèverait de forme peut-être de manipulation, relever dans un même texte ces 2 registres différents de l'autorité, auquel cas ça pourrait poser problème. Et puis ça fera votre conclusion en même temps. Oui. Ah ben, bon, écoute, moi, je crois que je me suis peut-être... Je ne donne pas, bien sûr, la lettre de la ministre et même sa feuille de route n'ont pas le statut juridique de la loi. Heureusement, la loi ne met pas en scène le sujet, puisque justement, elle n'est pas faite pour ça. Et si elle le faisait, ce serait... Il y a eu, enfin, sur les rapports entre le sujet, la loi, la psychiatrie, etc., il y a eu tout le problème de l'URSS et des asiles psychiatriques. Si on avait le temps, on pourrait le dire. Mais non, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que si la lettre de la ministre, comme elle voulait être présente malgré tout, alors que sa feuille de route était déjà une pré-loi, eh bien, du coup, la lettre liminaire, elle est très présente dans sa lettre liminaire. Mais bien sûr, c'est autre chose. C'est une lettre. Bon, merci. Voilà. Pardon d'interrompre de manière un peu brutale, mais il faut que nous laissions arriver maintenant la délégation de Bourgogne pour une présentation de vignette clinique. Merci beaucoup.